Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ, foire aux questions les amis. Oui, je porte mes lunettes de soleil puisque je voulais de la lumière. Je suis juste sous le Velux, mais il y a du soleil, il y a le ciel bleu. Et en fait là, la lumière, ça m'éclate la tête. Donc même si je suis chez moi à l'intérieur, je porte mes lunettes. Donc FAQ les amis, aujourd'hui j'ai essayé de tout regrouper. Il y avait pas mal de doublons, il y a évidemment pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu lors de précédentes FAQ, mais il y a des choses que je vais vous redire. Je vais essayer d'être assez concis, même si je pense que la vidéo, je vais la faire en deux parties, puisque j'ai quand même noté au total 51 questions. Avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous remercier, puisque vous continuez à m'envoyer pas mal de messages, à me poser des questions. Jules, comment ça va le confinement? Ça se passe plutôt bien, mes journées sont bien remplies, je m'ennuie pas du tout. Et je fais pas mal de lectures, j'ai ressorti des romans que j'avais lus, d'autres que j'avais pas lus. Je fais de la cuisine, je fais des gâteaux, je fais pas mal de recherches vidéo sur YouTube. Oui, je commence à penser au prochain voyage. Et on arrive justement à la première question de cette FAQ. Jules, tu repars quand? Je n'en ai aucune idée. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vu la situation actuelle, j'ai évidemment aucune idée du prochain départ. Je sais pas quand je repartirai. Et puis surtout, il faut que je travaille. Je dois remettre de l'argent de côté. J'ai pas commencé à travailler, donc je sais pas du tout quand je repartirai. Ensuite, Jules, quel a été le budget total de ton voyage? Oui, dans la vidéo précédente, bilan budget, je vous ai donné le budget pays par pays. Le budget total du voyage qui vient de s'écouler, c'était un petit peu plus de 10 000 euros, 10 200 euros. Petite précision, j'ai pas dépensé l'intégralité de cette somme pendant le voyage, puisque toute la partie budget avion, à peine 1900 euros, on va dire 1900 euros, quasiment tous les billets d'avion, je les achète pendant que je suis en France. Je crois que pendant le voyage, il y a juste des vols intérieurs en Indonésie. Ouais, c'est ça, enfin 2 ou 3 vols intérieurs que j'ai achetés pendant le voyage, et puis évidemment le billet retour pour rentrer en France, mais sinon tous les autres vols, je les ai achetés longtemps à l'avance. Ensuite, vaste question, Jules, comment fais-tu pour organiser tes voyages et comment fais-tu pour trouver des destinations en dehors des sentiers battus? Alors oui, grande question, je n'ai aucune limite, je fais des recherches sur tous les supports qui s'offrent à moi, bien sûr beaucoup sur internet, je lis des blogs, je lis des articles de presse, des fois tout simplement dans la barre de recherche, je tape le nom d'un pays, d'une ville, d'une région, et je fais une recherche par image. Et je balaye, je fais défiler, je regarde des photos. Tout simplement, je me dis, tiens, ce type de paysage, je connais pas, c'est dans quelle région? Il y a vraiment plein de solutions pour faire des recherches aujourd'hui avec un outil comme Internet. Je fais aussi pas mal de recherches sur YouTube aussi, pas mal de vidéos de gens qui font des vlogs aussi. Je regarde énormément Arte, France 5, pas mal de documentaires. Je prends des notes. Chez moi, il y a des petits bouts de papier partout avec des crayons dans toutes les pièces. Je prends des notes. Dès que j'entends une émission de radio, on parle d'une région que je connais pas, je prends des notes. Je fais des recherches un petit peu plus tard. Évidemment, support papier, vous savez, j'aime bien les guides Lonely Planet, même si voilà, il y a certains pays où quand j'y vais, j'en ai plus besoin. Je les emmène pas forcément avec moi, mais j'aime bien en avoir pour faire des petites recherches. Si vraiment dedans il y a des informations que je trouve utiles, je prends des photos, comme ça je les ai avec moi dans mon portable. Mais je fais des recherches oui, sur énormément de supports. Et puis comment trouver les destinations en dehors des sentiers battus? Tout simplement, si on n'en parle pas dans les guides, si on trouve très peu d'informations sur ces régions, il faut savoir parfois lire les guides de voyage à l'envers. Par exemple dans les Lonely Planet, des fois je m'intéresse à une région, ils en parlent pas dans les Lonely Planet, je me dis bon bah voilà, ça c'est une destination en dehors des sentiers battus, je risque pas de voir beaucoup de monde là-bas. Je fais mes recherches sur tout un tas de supports différents et encore une fois pas mal en anglais. Jules, ressens-tu parfois de la solitude au cours de tes voyages et un mode de vie comme le tien est-il incompatible avec une vie de couple? La solitude, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne souffre pas du tout de solitude, même en France. Mais en voyage, non, je souffre pas de solitude. Mes journées sont bien remplies, je rencontre plein de monde et puis j'aime voyager seul. Et j'ai jamais, depuis 17 ans que je voyage, et je vous le dis vraiment honnêtement, hein, je dis pas ça pour me rassurer ou faire le beau, vraiment, j'ai jamais eu de coup de cafard en voyage. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Je suis tellement sollicité pendant la journée, voilà, je suis en effervescence toute la journée à regarder partout, échanger, et puis quand on voyage seul, justement, je trouve, c'est pour ça que j'aime voyager seul, c'est qu'on fait beaucoup plus de rencontres. Débarquer seul dans un village au fin fond du Laos, c'est complètement différent que d'arriver à deux dans le village. Les gens vont venir beaucoup plus facilement vers vous et j'adore voyager seul. Et du coup, je rencontre énormément de gens pendant mes journées. Et le soir, quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, alors maintenant, depuis 3 ans, je fais des vidéos, donc j'ai pas mal de taf, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais même avant, je bouquinais, enfin, j'ai jamais souffert de solitude et je sais pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce qu'une vie de couple, c'est incompatible? Je ne pense pas. Après, bien sûr, c'est un mode de vie complètement à part, hein. Je pourrais presque dire que je consacre une grande partie de ma vie quand même au voyage. J'ai été pendant 4 ans avec une personne, j'ai continué de voyager, donc c'est pas incompatible. Cette personne est venue me rejoindre au cours d'un voyage. Cette année-là, j'étais parti 8 mois, j'ai passé 4 mois avec cette personne, les 4 mois au milieu du séjour. Donc non, c'est pas incompatible, mais il faut quand même trouver une personne qui soit prête à faire ce genre de concession, à dire bon bah voilà,
je vais le laisser partir pendant 8 mois tranquille se balader. Après voilà, il y a moyen de se retrouver, de passer un petit peu de temps ensemble, mais je vous l'ai dit, j'aime aussi voyager seul, mais non, c'est pas impossible. Jules, quelle compagnie utilises-tu pour les grands vols et combien de temps réserves-tu à l'avance? Alors j'ai pas de compagnie attitrée, hein. Le premier critère de recherche, c'est le prix tout simplement. Et oui, je recherche longtemps à l'avance. L'année dernière, quand je suis rentré, donc avant le voyage qui vient de s'écouler, j'ai acheté mon billet d'avion, je crois 2 semaines après être rentré. Mon billet pour faire Paris-Séoul. En général, plus vous faites des recherches à l'avance, plus vous aurez des tarifs intéressants. Vous pouvez aussi trouver des vols très bon marché, parfois quelques jours avant le départ. Mais en général, oui, si vous réservez à l'avance, et notamment avec les compagnies low cost, je pense à AirAsia, vous pouvez avoir des tarifs vraiment très intéressants. Vous avez vu un nombre de vols que j'ai fait pendant le dernier voyage. Au total, ça m'a coûté 1 900 € seulement, donc c'est plutôt bon marché. Alors l'avantage que j'ai, c'est que je suis très flexible. Je pars pas pour 2 ou 3 semaines, donc j'ai pas des dates imposées. L'année dernière, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon, je voudrais partir en septembre. J'ai fait des recherches du 1er au 30 septembre, Paris-Séoul, le moins cher, c'était le 16 septembre, tout simplement. C'est pour ça que je suis parti le 16 septembre. Voilà, tout simplement. Jules, à quand un livre de photos? Ce n'est pas au programme. Le sujet avait été abordé l'année dernière. Il y a un éditeur qui m'avait contacté. Le gars s'est réorienté. Le projet est tombé à l'eau. Vous êtes nombreux à me dire, ouais, Jules, si tu fais un livre de photos, franchement, ça serait cool et tout. Peut-être que ça se fera un jour. Jules, comment t'es venu la passion du voyage et as-tu déjà rencontré Monor? Alors, je vais d'abord parler de Monor. Monor, c'est un gars qui fait aussi des vidéos sur YouTube, qui est plus jeune que moi. Je crois que Monor, il doit avoir 21, 22 ans peut-être. Pour son âge, je trouve qu'il fait preuve de vachement de maturité. Je trouve ses vidéos super cool. Il s'intéresse à plein de choses, il se balade. Il a passé beaucoup de temps au Japon, mais il était aussi en Indonésie, à Taïwan, en Corée, au Mexique. Et oui, c'est une chaîne que je vous invite à aller découvrir. Monor, il est super cool. J'aime bien ses vidéos. Et Monor, oui, j'aimerais bien le rencontrer. C'est un gars qui est vraiment très cool. Alors, la passion du voyage, oula, ça c'est une grande question. J'avais déjà répondu à cette question quand j'étais petit, chez moi, chez mes parents. Mon beau-père avait un grand livre comme ça, illustré dans la catégorie beau livre, un beau livre sur l'Inde avec plein de photos de l'Inde et ça me faisait rêver. Quand j'avais 9-10 ans, je regardais ces photos, tous ces visages différents, hein, du nord au sud de l'Inde, est-ouest de l'Inde, il y a des visages complètement différents et je regardais ces visages, je me disais waouh, comment c'est possible qu'il y ait autant de diversité dans un seul et même pays? Ça me faisait rêver, je me disais ouais, un jour j'irai là-bas, je veux absolument voir l'Inde, je voyais les paysages et tout. Et puis j'ai aussi un oncle qui a pas mal voyagé dans sa jeunesse et quand j'étais petit, il nous montrait ses diapos et je le voyais aller au Machu Picchu avec sa serpette, pas par le chemin touristique qui existe maintenant, mais sur le versant opposé avec une machette, avec un guide pour arriver au Machu Picchu. Tout ça en diapositive, je me disais, waouh, mon oncle c'est Indiana Jones, je veux faire pareil. Et j'ai toujours aimé la géographie. Par exemple, à l'école, j'adorais la géographie. J'avais une map monde dans les toilettes chez moi quand j'étais petit, je connaissais les capitales par cœur. Et je regardais les pays, et ouais, ça m'a toujours fait rêver, j'ai toujours voulu voyager. Enfin, ça a commencé très tôt, en fait, très petit, et notamment, surtout avec l'Inde. Voilà, c'est l'Inde, je pense, qui m'a vraiment attiré en premier. Et la folie s'est jamais calmée. Jules, quel pays n'as-tu pas encore visité en Asie? Il en existe encore pas mal, hein. Brunei, Timor oriental, Singapour, je n'y suis jamais allé, la Mongolie, et puis tous les pays d'Asie centrale, hein, Kyrgyzstan, Turkménistan, tout ça je connais pas, donc oui, il y a encore des pays à découvrir en Asie. Jules, quel est ton job en France? Quel poste exerces-tu? Et comment fais-tu pour mettre autant d'argent de côté en aussi peu de temps? Alors j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais y répondre à nouveau. Alors déjà, je bosse en intérim depuis 17 ans que je voyage. Quand je rentre, je bosse en intérim. Il y a des gens qui m'ont dit, comment tu fais pour prendre autant de vacances? C'est pas des vacances. Je travaille, je mets suffisamment d'argent de côté, mes missions s'arrêtent et je pars en voyage dépenser l'argent que j'ai économisé pendant mes durs mois de labeur. Depuis une dizaine d'années, j'ai la chance de travailler dans la même entreprise, mais cette année, ça ne sera pas le cas. Je me suis déjà renseigné, malheureusement, crise sanitaire suivie d'une crise économique. Pour l'instant, c'est un peu trop flou et il n'y aura pas de travail pour moi. Il va falloir que je fasse autre chose. Mais depuis une dizaine d'années, j'avais la chance de travailler dans la même entreprise, Michelin, qui est une entreprise de pneumatique. Je travaillais tout au bout de cette usine, dans l'atelier qui s'appelle vérification qualité. J'étais à la gestion du flux. Je travaillais sur des robots, c'est programmé avec un logiciel. Voilà, gestion du flux pour pas que l'atelier sature. Quel travail j'ai effectué aussi par le passé depuis le début de ma carrière professionnelle. Responsable de rayon dans un magasin de bricolage. J'ai aussi travaillé pas mal de temps dans une fromagerie et puis Michelin par la suite. Une époque, je l'ai pas fait depuis longtemps, mais une époque je faisais aussi des extras. Enfin, je faisais du service dans des bars. J'ai fait pas mal ça pendant une époque. Alors comment je fais pour mettre autant d'argent de côté? Oui, je vais pas vous détailler tous mes bulletins de salaire et toutes mes factures, toutes mes dépenses, mais en faisant pas mal d'heures sup, j'avais la chance de faire des heures supplémentaires. Il y a des mois où j'arrivais à gagner un petit peu plus de 3 000 €, donc ces mois-là, en général, je mettais 2 000 € de côté direct. Et puis deuxième point important pour économiser, je vis à la campagne. Je suis pas dans un village, je suis dans une petite ville, mais les loyers sont pas très élevés. L'appartement où j'habite, il fait 55 mètres carrés, je paye 300 € de loyer. Donc voilà, petit budget pour le loyer de l'appartement, ça c'est plutôt cool. Depuis cette année, c'est assez récent, mais il y a aussi les types qui m'ont pas mal aidé cette année en voyage, même si il va falloir que je bosse à nouveau. Ensuite, Jules, t'es-tu retrouvé en difficulté lors de tes voyages? Conditions climatiques, ouragans, typhons,
Prends-tu en compte ces éléments pour la préparation de ton voyage? Et comment éviter certaines régions en période de mousson? Alors, je vais répondre par la dernière question. Moi, la mousson, ça me gêne pas, à part certaines régions comme le sud de l'Inde où il peut pleuvoir pendant plusieurs jours à la suite. Là, ça peut compliquer le voyage. Mais par exemple, la mousson en Asie du Sud-Est, moi je trouve que c'est une super période que j'aime beaucoup, notamment pour la photo. Vous avez des ciels en fin d'après-midi complètement gris, complètement déchaînés avec le vent et tout, les rizières bien vertes. Donc je prends pas spécialement en compte ces éléments pour le voyage. Après, tout ce qui est vraiment catastrophe naturelle, bah ça se prévoit pas à l'avance. Les tsunamis, j'étais en 2004 quand j'ai fait mon premier grand voyage en Inde de 7 mois. J'étais sur la côte dans une petite ville qui s'appelle Puri. Le tsunami de 2004, pour les plus anciens qui s'en souviennent, je suis parti justement 3 jours en fait avant. J'ai quitté cet endroit 3 jours avant et j'ai même appris le tsunami que quelques jours après en fait. En lisant un mail, en allant dans un cybercafé, puisqu'on allait dans des cybercafés à l'époque. Quand j'ai fait aussi mon premier voyage aux Philippines, à un moment il y a eu un genre de petit typhon, enfin des bateaux qui ont été annulés. Une année aussi où j'étais en Indonésie où il y a eu un tremblement de terre, mais j'étais pas à l'épicentre. J'ai jamais été directement impacté en fait par les catastrophes naturelles par rapport aux gens qui eux vivent sur place et qui sont vachement plus confrontés à ce genre de situation. Non, j'ai jamais eu de grosses difficultés de ce côté-là. Jules, tu avais des a priori sur la Thaïlande. As-tu été rassuré par rapport à ce que tu imaginais? Alors oui, ça a été une très bonne surprise la Thaïlande, même si vous l'avez vu pendant ce mois en Thaïlande, j'ai pas fait les gros spots touristiques. Voilà, je suis pas allé à Phuket ou Koh Phi Phi ou quoi que ce soit. Les endroits les plus touristiques que j'ai fait, je pense que c'est Khao Sok et Chiang Rai. Et voilà, ça avait encore, c'était pas non plus la cohue. Et encore une fois, je cherche pas à fuir les autres touristes puisque je suis moi-même un touriste. Il existe plein de façons de voyager, mais nous sommes tous des touristes. C'est simplement le regard, le rapport avec les locaux qui change dans les endroits qui sont très touristiques. Je recherche des endroits où il y a moins de touristes pour avoir un contact plus franc, plus direct avec les locaux. Alors je pense par exemple, mais là c'est un peu l'extrême, si vous allez dans la rue, la fameuse rue de Khao Son à Bangkok, au mètre carré, vous avez bien plus d'étrangers que de Thaïs, je pense. Et bien sûr, quand on vous interpelle, c'est pour vous proposer un massage ou pour aller manger dans un restaurant, je ne sais où. Évidemment, quand il y a moins de touristes, les locaux viennent vers vous simplement pour vous taper la causette. Savoir d'où vous venez, combien de temps vous allez rester là. Ces rapports-là sont quand même vachement plus intéressants que dans les endroits qui sont très touristiques. Même si, encore une fois, même dans les endroits très touristiques, on peut faire de très belles rencontres. On est d'accord. Travailles-tu dans la production audiovisuelle et quelles sont les plus grosses difficultés que tu rencontres lorsque tu filmes en voyage? Non, je n'ai jamais travaillé dans la production audiovisuelle. Et les difficultés en voyage, c'est l'environnement autour. Quand on filme, il y a, je pense par exemple au Bangladesh, qui est très bruyant. Il y a des fois, je suis excité, je viens d'arriver dans une ville, je suis un peu dans le flow et j'ai envie de vous montrer toute cette effervescence. Donc ça me dérange pas trop, je marche parfois en même temps pour donner du rythme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour, mais comme je suis en train de marcher, le bruit s'est estompé plus ou moins. Et puis il y a des fois, je me pose où j'ai besoin de vous donner des informations, des chiffres, j'en sais rien, n'importe quoi. Donc là, j'ai envie d'avoir un peu moins de bruit autour. Il y a toujours des gens qui sont un peu curieux. Au Bangladesh, ils sont très attirés par les objectifs, les caméras, comme en Inde. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent vous parler. Et des fois que je suis en train de parler, et il y a un gars qui vient me tchatcher, directement. Je dis attends une seconde parce que je suis en train de filmer. Je sais plus ce que je disais. Je coupe, j'éteins, j'efface, je recommence la prise. Même simplement un plan. Des fois, j'ai envie de faire un plan au ras du sol sur une route. Et il y a un gars qui passe, qui a pas vu que j'étais en train de filmer. Et il s'arrête juste devant l'objectif et il parle à son pote. Ouais Bernard, ça va et tout. Et ta sœur Ginette. Moi, j'ai déjà mis 5 minutes à trouver le bon angle, le bon cadre, et j'ai pas envie de bouger. Donc j'attends que les gens se déplacent, et il y a des fois, oui, pour 5 secondes de vidéo, c'est 10 prises, et je suis resté une demi-heure au même endroit, des fois ça arrive. Mais en fait, quand on aime faire de la vidéo, il faut aussi faire preuve de patience. Jules, qu'est-ce que le voyage a apporté à ta vie et ta personnalité? Oula, c'est une question, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Énormément de choses, vous le savez, l'Asie, ça fait partie de ma vie, c'est une partie de mon cœur, beaucoup de choses, parce que je dis souvent que le voyage, c'est l'une des plus belles écoles de la vie, puisqu'on apprend plein de choses. Dans le voyage, il y a plein de choses. Je ne voyage pas seulement pour les paysages, pour découvrir des musées, des monuments. Je voyage essentiellement parce que c'est ma came à moi, c'est les gens. J'aime rencontrer des gens. Si c'est la première fois que je vais en Chine, bien sûr, j'aurai envie d'aller voir la muraille de Chine, mais j'ai envie aussi de découvrir la cuisine, j'ai envie de découvrir le monde ouvrier, j'ai envie de voir comment on construit les immeubles à Hong Kong, en utilisant encore des bambous. Ouais, je trouve ça dingue. En fait, je m'intéresse à tout dans le voyage. Et évidemment que ça a apporté énormément de choses à ma vie. Alors je vais pas vous sortir des grandes phrases, mais je pense que le plus important c'est relativiser. Quand on a beaucoup voyagé dans des pays en voie de développement, eh bien on relativise beaucoup plus. On se dit que finalement nos problèmes sont pas si importants que ça comparé à d'autres populations. Bien sûr, une ouverture sur le monde, mais je crois que quand on voyage, on a déjà envie de ça, on a envie d'avoir une ouverture sur le monde. On apprend à être plus tolérant. Alors je pense que j'étais tolérant quand j'ai commencé à voyager, mais je le suis encore plus au fur et à mesure que les voyages se passent. La patience, il faut faire preuve de patience quand on voyage. J'ai des souvenirs de transport, de train bondé en Inde où je suis resté 6 heures debout dans une foule très compacte avec juste l'espace de mes pieds sans pouvoir bouger pendant 6 heures. Je peux vous assurer que pendant ces moments-là, il faut faire preuve de patience. Patience
Et puis oui, le fait de relativiser, je pense que ça c'est important. Est-ce qu'il y aura, Jules, dans ton prochain voyage, des destinations que tu nous as pas encore montrées lors des 3 saisons précédentes? Oui, il y aura au moins encore un pays que je vous ai pas montré encore en vidéo. As-tu toujours ton passeport sur toi et as-tu un endroit spécial où tu le laisses? Oui, j'ai toujours mon passeport sur moi, je le laisse jamais dans la chambre d'hôtel. Il est dans une petite pochette, cette pochette là, voilà, une pochette où j'ai plusieurs papiers, dont mon passeport le plus important. Il est toujours sur moi, cette pochette elle est dans mon sac, je l'ai toujours avec moi. Jules, y a-t-il des pays que tu déconseillerais pour une femme qui voyage seule? Non, j'ai envie de dire non, même si on est d'accord pour une femme seule, voyager en Corée du Sud, au Japon ou en Inde, c'est pas du tout la même chose et vous voyez très bien de quoi je veux parler, de la condition de la femme. Vous savez très bien, par exemple en Inde ou même encore au Bangladesh, il y a encore beaucoup de choses à changer sur la condition de la femme, sur la perception qu'ont les hommes des femmes, mais j'ai envie de dire non, puisqu'il faut justement essayer d'aller contre ça et sans vouloir bousculer le pays et vouloir faire changer les mentalités du tout au tout, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui ont besoin d'accepter et de comprendre que oui, vous êtes une femme, vous avez le droit de voyager, vous êtes libre, votre corps vous appartient, vous faites ce que vous voulez. Après, je pense qu'il est de bon ton d'adopter aussi certaines coutumes locales, par exemple une femme qui veut voyager seule au Bangladesh, bien sûr de porter le voile. Petit exemple, je vous en ai pas parlé pendant les vidéos, mais le premier jour où je suis arrivé au Bangladesh, la première journée, pas le soir, mais la première journée où je me suis baladé à Dakar, j'étais en short, il y a beaucoup de gens qui m'ont regardé, beaucoup d'hommes qui me regardaient, qui regardaient mes jambes. Il y a un gars qui m'a dit ouais mais tu sais on n'est pas trop habitué, ça se fait pas trop comme ça chez nous. Bon, le lendemain j'ai remis le jean parce que voilà ça se fait pas trop d'être en short au Bangladesh. Donc oui il faut essayer d'adapter un petit peu les coutumes locales, mais par contre je ne supporterais pas voilà, qu'on puisse faire des remarques à une femme pour dire voilà t'es seule, c'est pas bien de voyager seule. Non, vous êtes une femme, vous avez le droit de voyager autant que les hommes. Ferais-tu des vlogs en Europe ou en France de manière générale? Eh oui, pourquoi pas. À la base, je fais des vidéos, c'est pour partager mes expériences de voyage en Asie, mais je suis pas contre faire des vidéos en France ou en Europe. Pourquoi pas, ouais, faire des petits week-ends en France ou dans une capitale européenne. Ouais, je serais pas contre. Jules, ne ressens-tu pas l'envie de faire de cette activité ton activité principale, ta principale source de revenus? Évidemment, je suis tout à fait pour l'instant, je vais être honnête avec vous, hein, les revenus YouTube, ça rapporte plutôt des cacahuètes. À l'avenir, oui, quand il y aura plus d'abonnés, pourquoi pas. Jules, t'est-il arrivé de te sentir mal à l'aise ou gêné quand tu filmes avec des gens autour de toi? Non, plus maintenant. Oui, les toutes premières vidéos, j'avais jamais fait ça avant de parler à une caméra, mais maintenant oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je parle à la caméra, même si je suis en plein cœur de Dakar et qu'il y a 500 personnes autour de moi, je suis focalisé sur l'objectif. Je pense que ça s'apprend, parler à une caméra, même si c'est pas encore parfait, il y aura toujours des choses à améliorer. Comment fais-tu pour ton logement quand tu pars et à quand un voyage en Amérique du Sud? Alors le voyage en Amérique du Sud, ce n'est pas du tout prévu, je dis pas que ça sera jamais, peut-être pourquoi pas un jour. Et mon logement, donc depuis 2 ans maintenant, enfin depuis le 2e voyage, je garde mon appartement maintenant. Avant je déménageais à chaque fois. Maintenant c'est un choix que j'ai fait parce que j'aime bien cet appartement, j'ai décidé de le garder, mais je calcule mon budget en incluant bien sûr mon loyer à payer tous les mois. Alors, question suivante qui rejoint un peu la question précédente, comment fais-tu pour ton courrier? Bon, ça c'est une question très matérielle, mais tout simplement j'ai quelqu'un qui a la clé de ma boîte à lettres qui vient chercher mon courrier. Combien de temps à l'avance réserves-tu les hôtels? Les hôtels où tu loges ont-ils des sites internet? Et t'est-il arrivé de te poser la question, où vais-je dormir ce soir? Plein de fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, alors surtout en Inde, de dormir dans la rue en Inde. Ça m'est arrivé de partir des fois le soir ou même dans l'après-midi et d'arriver au milieu de la nuit dans un bled. Je pense une fois à Bundy, je suis arrivé dans la nuit à Bundy, tout était fermé. Je savais où je voulais loger à Bundy, j'ai tapé, toqué, tout, personne n'est venu. J'ai dormi dans la rue, sur un mur. C'est une vache qui m'a réveillé au petit matin en me léchant les doigts de pied. Je me souviens d'une fois aussi dans le sud de l'Inde, à Munnar, j'ai dormi au pied d'une mosquée, réveillé à 5 h avec le muezzin qui appelait à la prière. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, de ne pas savoir où dormir et de dormir dans la rue. Quand c'est dans des pays chauds, c'est jamais très grave. Tout ce qui concerne les réservations d'hôtels, alors là, j'ai envie de dire, ça dépend des pays. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, Japon, Corée en général, j'organise un petit peu à l'avance. Tout ça, c'est pour une question de budget, hein. C'est des pays qui coûtent un peu plus cher. Pour Tokyo, par exemple, et je me dis, bon, je le fais à l'arrache. Je repère un petit hôtel et on verra. Si l'hôtel est plein, je fais un 2e hôtel qui est plein et que je me retrouve à loger dans un hôtel pour 5 nuits où c'est 100 € la nuit, je peux pas me permettre, quand je pars 7 mois en voyage, de dépenser 100 € par nuit. Pas spécialement longtemps à l'avance, mais on va dire, ouais, quelques semaines. Il y a des pays où je ne réserve jamais. C'est vraiment au feeling, ça dépend des pays. Par exemple, le Cambodge, je réserve jamais parce que je connais aussi les endroits, je sais où je veux loger et je sais qu'en général il y a de la place parce qu'il y a une grande offre d'hébergement. Et je sais que mon dernier voyage par exemple à Taïwan, je réservais souvent le matin en me réveillant. Je voulais par exemple aller le lendemain, je vais à Kaohsiung, je faisais une petite recherche dans le bus, je passais 1 heure à chercher, je trouvais un hôtel, je réservais seulement 2 heures à l'avance. Et puis des fois je réserve un peu plus longtemps à l'avance parce que c'est aussi un petit plaisir de déjà faire des recherches. Et je pense par exemple l'établissement à Khao Sok, le bungalow dans la jungle, je l'avais réservé quand j'étais en France, donc très longtemps en avance. J'ai pas trop de règles par rapport à ça, si ce n'est que voilà, dans les pays qui coûtent plus cher, je préfère réserver un petit peu à l'avance. Que penses-tu de la caméra DJI Osmo Pocket et
Y a-t-il des régions du Japon que tu n'as pas encore visitées? Alors, la petite caméra DJI Osmo Pocket, oui, c'est vraiment un truc portable, hein. Vous avez une petite poignée, c'est vraiment minuscule, c'est une toute petite caméra. Niveau portabilité, c'est vraiment super, parce qu'on peut le glisser dans la poche et je trouve ça vraiment génial. La qualité d'image est vraiment très bonne. Après, il n'y a pas tous les paramètres, toutes les fonctions qu'on peut avoir sur un appareil photo, même si j'en fais beaucoup moins maintenant pendant mes voyages. Je me fais de temps en temps une petite session photo, donc j'aime bien avoir accès aux paramètres. Il n'y a pas toutes ces fonctions sur le DJI Osmo Pocket. Y a-t-il encore des régions du Japon que je ne connais pas? Oui, il y en a encore plein. Ouh là là, il y a plein de régions du Japon que j'ai pas visitées. Toute la région qui se trouve au nord de Tokyo, à part la préfecture de Miyagi où je suis allé cette année avec Guigui, il y a plein de régions que je connais pas. Non, j'ai encore plein de régions à découvrir au Japon et ça fait plaisir.